Assalamu alaikum, shalom. Bonjour, merci à vous toutes et vous tous qui nous écoutez un peu partout, à Lomé, au Togo, en Afrique, dans le monde entier. Vous êtes les bienvenus au Club de la Presse que nous animons ce jour et nous sommes le jeudi 19 mars 2020. Michel Vitogbe Kokou Tomega et Géraud Dakucha aux manettes techniques et technologiques pour vous dire que dès que nous aurons fini l'émission, vous pourrez nous suivre sur la chaîne YouTube grâce à nos techniciens. Et comme nous allons encore beaucoup parler de virus aujourd'hui, nous avons revisité le grand biologiste français Louis Pasteur qui avait écrit, citation, « Le virus n'est rien, c'est le terrain qui est tout ». Encore une fois, le virus n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Mais avant toute chose, à 24 heures d'intervalle, nous voudrions souhaiter la bienvenue à un confrère, à un ami, à un petit frère. Il salue le Tout-Puissant pour souffler une bougie de plus. Michel? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Magloire Teko Kenvi, vous êtes à l'honneur aujourd'hui au Club de la Presse. Ben, bonjour Sas, bonjour chers confrères, bonjour à notre invité. Je dis également bonjour à nos fidèles auditeurs et auditrices qui ne cessent de nous écouter sur la 93.5. Il a plu à Dieu de m'accorder hier une année de plus. Je lui rends grâce parce qu'au-delà de tout, c'est une grâce également. Il y a plein de personnes qui se sont préparées pour affronter, n'est-ce pas, la journée d'hier avec les projets, les idées. Mais Dieu ne l'a pas permis. Mais moi, j'avais eu cette grâce. Ce n'était pas de ma volonté, mais c'est pas plus grâce de Dieu. Je lui rends, enfin, cet honneur-là, et parce que moi, je me dis, si tant est que Dieu me garde encore à vie, partant de la journée d'hier, c'est parce qu'il a un programme sur ma vie. Et donc, je me battrai à être fidèle à ses principes. Je sais que je suis humain, avec mes côtés forts et mes côtés faibles, mais que sa grâce me suffise pour que je puisse garder l'essentiel de ce qu'il me prescrit pour que demain soit meilleur. Amen. Joyeux anniversaire à vous, Magloire Teko Kenvi, à votre rédaction, Flambeau des démocrates, à votre famille biologique et à tous ceux à qui vous êtes chers. Michel Tchadja, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à Ambroise et à Magloire, bonjour à nos amis qui nous suivent du bout des ondes. Merci. Bien, vous savez, il est avec nous, Ambroise Yao Ponjo de The Guardian. Bonjour. Oui, Sas, bonjour. Bonjour les auditrices et les auditeurs de Radio Canal FM. Joyeux anniversaire à mon petit frère Magloire. Et je crois que les Togolais sont à l'écoute. Merci. Eh bien, merci. Si les Togolais sont à l'écoute, ils attendent que nous leur disions des choses intéressantes, des choses autant que possible vraies, des choses utiles et des choses bienveillantes pour notre vie en société, au Togo ou ailleurs. Et de temps en temps, nous aimons nous faire accompagner par des personnes extérieures. C'est encore le cas aujourd'hui. Nous sommes allés à l'université et nous avons pu pêcher le professeur Simon-Pierre Couvon. Bonjour professeur. Bonjour Sas. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Vous êtes maître de conférence en philosophie, éthique et bioéthique. Oui, c'est bien cela. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je salue les collègues autour de ce plateau.
notamment notre ami qui fête son anniversaire. Joyeux anniversaire, chers collègues. Merci. Nous vous avons invité principalement sur les comportements que nous observons, que nous faisons et qu'on aurait dû faire en cette période de pandémie du coronavirus. Et nous apprenons que certains nombres de vos collègues enseignants du supérieur se retrouvent bien malgré eux victimes collatérales de ce phénomène de coronavirus, professeur. Oui, depuis hier, les autorités universitaires ont pris une décision courageuse qui traduit le sens de la responsabilité, parce que cette pandémie nous appelle à beaucoup de valeurs, notamment la responsabilité individuelle, mais aussi la responsabilité institutionnelle. Je pense que c'est le sens de cette décision, parce que vous avez dit tout à l'heure, et vous l'avez bien dit, le virus n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Quand on évoque... C'est pas moi, c'est Louis Pasteur qui l'avait écrit. Oui, vous l'avez rappelé, à partir du moment où vous l'avez dit, ça veut dire que ça devient une idée que vous vous êtes appropriée. Je peux dire que c'est là le sens de cette citation, parce que le terrain nous invite à l'organisation de la résistance. Je pense que les débats sur cette pandémie vont dans tous les sens, mais on oublie de mettre l'accent sur la capacité de nous organiser pour résister justement à cette pandémie qui devient une crise sanitaire mondiale. Pourquoi ? Parce que il faut saluer cette décision qui a fait preuve de sens de responsabilité institutionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi l'homme doit mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour pouvoir lutter efficacement contre cela. Je pense que cette citation coïncide avec les informations qu'on a aujourd'hui. On apprend heureusement que la Chine, les stratégies de confinement ont donné leurs fruits et qu'on note que ces stratégies ont permis à la Chine de triompher un peu, plus ou moins, de cette pandémie-là. Donc je pense que quand on s'organise, on pourra vaincre cela. Et il n'y a pas lieu de céder à la panique. Et pour la mesure à l'université, le professeur Kokoroko, qui a mis en auto-isolement, ouais, 7 enseignants-chercheurs qui reviennent de voyage. Oui, tout à fait. C'est pas qu'ils sont contaminés, mais c'est une mesure de prudence. De prudence et de précaution, de prévention. Merci beaucoup. Alors, la pandémie du coronavirus se retrouve en bonne place dans vos parutions. La preuve, Magloire, vous écrivez que le monde est malade face à cette pandémie. Ah ben, bien entendu, parce que c'est l'événement presque de l'année, on va dire, pour ne pas dire de ces 10 dernières années, parce que tout le monde entier est en alerte. Aujourd'hui, on pensait que notre continent noir africain était épargné, mais au fil des jours, on se rend compte que le mal est également à nos portes. Et donc, à divers niveaux, les États essaient de prendre des dispositions idoines afin de limiter, en tout cas, la propagation de la pandémie. Le Togo, notre pays, n'est pas également en marge de cette situation-là. Et donc, le gouvernement a pris des mesures, mais nous avons dit dans notre papier que oui, ces mesures-là, elles sont salutaires et il va également de l'intérêt de la population de prendre en tout cas ces mesures en compte, parce qu'il s'agit de la santé publique. Et donc, c'est un appel que nous lançons à travers notre papier, mais également nous avons relevé quelques insuffisances que Merci. Nous allons revenir. Le monde qui est malade de la pandémie du coronavirus. Quelques chiffres. Hier, mercredi 18 mars, à 18h30, l'AFP, l'agence France de presse, notait 8784 morts depuis l'apparition du Covid 2019. Hier à 18h30, nous étions à 8784. Et un ami prêtre en stage
au Vatican nous envoie ces statistiques. Hier, à 19h, il y avait 22 prêtres, dont des aumôniers d'hôpitaux qui avaient trouvé la mort. 22 prêtres. Ici, il semble qu'il y a un haut prélat qui dit qu'il n'y a pas le coronavirus au Togo. Attention, en Italie, au siège du Vatican, il y a 22 prêtres et aumôniers des hôpitaux qui ont succombé. Alors, hier, au cours seulement de la journée d'hier, l'Italie a enregistré 475 morts en une seule journée. 475 morts. Et les médias internationaux, dont RFI, nous informaient hier qu'en Afrique, 30 pays étaient infectés, près de 600 cas avérés, dont déjà 16 morts. C'était à la fin de journée d'hier. Et Michel Tchadja vous parlait d'un de ces morts-là à nos portes ici au Burkina. Et le Burkina qui a enregistré son premier décès. Il s'agit d'une dame parlementaire, deuxième vice-présidente de l'Assemblée du Burkina, qui a succombé au coronavirus. Malheureusement, c'était ça. Je pense que l'information a circulé sur la toile. Beaucoup de compatriotes auraient pu constater cela. C'est une autorité, elle fait partie des autorités burkinabées. Tu l'as dit, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Nous avons voulu répondre à cette information parce que, vous savez, quand la mort est lointaine, on semble la sous-estimer. Mais quand elle est un peu à côté, c'est juste pour faire prendre conscience aux gens que réellement ce mal existe et que, mais il n'est pas, même s'il est chez nous ici avec un cas, nous allons prier que, en tout cas, la patiente atteinte ici quand même se relève. Mais malheureusement, nous avons constaté qu'il y a un cas au Burkina dont le dénouement n'a pas été heureux. Il fallait le relever, contrairement à certains ici qui pensent que ce mal a été inventé juste. En tout cas, le cas dont on parle au Togo est une invention pour certaines raisons que eux-mêmes savent. Mais ça, je pense que vous avez suffisamment parlé de ce mal ici, le coronavirus. Mais je suis parvenu à faire 3 constats. Le premier constat, c'est que il m'a semblé que au départ, les scientifiques ont été mis en déroute dès l'apparition de ce mal parce que ils se contredisaient les premières semaines, si vous vous rappelez, sur la nature même du virus, son mode de contagion et son système de propagation. Les scientifiques se contredisaient énormément. Dieu merci que tous sont rentrés dans la poursuite de la contre-offensive et aujourd'hui, je pense qu'ils semblent s'accorder sur un certain nombre de positions pour... Michel, c'est le propre de la science d'évoluer par tâtonnement. Ah oui, mais le deuxième constat, c'est que l'OMS même a été mis en déroute à l'apparition de ce mal parce que vous avez vu les conférences de presse que le directeur général de l'OMS passait, il tremblait. C'est-à-dire que à un moment donné, si vous l'observez très bien, vous avez l'impression qu'il regrette d'être directeur de l'OMS à ce moment précis-là. Heureusement que tous ont repris les esprits et le combat continue. Mais le troisième constat, c'est que l'expertise médicale occidentale a été mise en déroute. Si vous prenez par exemple Donald Trump, le commandant en chef des Américains, qui au départ croyait que ce virus ce n'est qu'une simple fleur d'amour, a compris que le mal était plus important. Lui aussi a appelé au rassemblement parce que il a constaté que c'est un mal plus sérieux et il fallait faire quelque chose. Vous avez vu comment la France est en train de se comporter actuellement parce que le mal est très important. Merci. Le mal est vraiment présent dans nos murs. Pour dire que... Oui, et vous allez terminer par là? Oui. Cette contre-offensive doit être menée avec le plus de fermeté
D'ailleurs, le gouvernement togolais a pris un certain Nous nombre allons de- y venir, mais encore les dégâts, cette parlementaire de l'opposition burkinabé au Burkina Faso qui en est décédée. Mais il y a quelques jours, nous parlions du ministre français de la Culture qui est impacté. Nous apprenons que le grand artiste africain mondial Manu Dibango est infecté. Des artistes du ballon rond, du football comme Blaise Matuidi et d'autres sont infectés. Ce qui amène le confrère Togo Matin a écrit que le coronavirus ne connaît ni pouvoir ni opposition. Autre journal, et c'est toujours Togo Matin qui écrit que les Nations Unies alertent sur les risques de pénurie de riz au Togo. Le riz qui nous vient de la Chine et d'ailleurs, victime collatérale du coronavirus, nous risquons de ne plus avoir de riz ici. Dieu merci, il y en a suffisamment à Mission Tové et à Il y a plein du riz là-bas. La Nouvelle Tribune aussi écrit coronavirus, le scénario catastrophe se dessine pour l'économie africaine, voire même mondiale. Et autre victime collatérale de ce phénomène, Ambroise, l'Assemblée nationale aurait dû tenir une session plénière aujourd'hui. Mais depuis hier, Madame Djegan, sûrement consciente du danger, a informé ses collègues que la séance d'aujourd'hui est reportée. La même chose depuis hier, comme vous-même vous êtes de l'église évangélique presbytérienne, je suis tombé sur une note signée par votre modérateur qui informe sur la suspension des célébrations en public dans vos temples évangéliques presbytériens. Ambroise? Oui, je crois que c'est la cadence actuellement avec le Conseil des ministres qui a décidé des mesures à suivre. Ça, classiquement, c'est la norme. Hein. Mais par rapport à mon église, je crois que il y a pas, on dirait pas qu'il n'y a pas de faute, puisque certaines églises aussi s'en ont suivi. Quand nous rentrons peut-être au Niger, il n'y a même pas un cas au Niger, mais ils ont malheureusement pris des mesures très drastiques. Dans mon cas, moi, je ne me vois pas hors de mon église le dimanche. C'est ce qui, oui, ça c'est un principe chez moi. C'est-à-dire qu'un dimanche, je ne peux pas rester à la maison. Ça fait plus de 15 ans, je ne sais pas si j'ai raté une fois le culte. Oui, c'est ce qui m'a fait mal, mais je viens. Votre modérateur dit que les célébrations publiques sont suspendues. Il a raison, parce que c'est le premier responsable de l'église. Et il est de sa responsabilité de décider que les fidèles puissent rester chez eux pour qu'on ne dise pas demain que c'est à cause des attroupements qui est tel mal ou tel mal. Mais je dis que c'est peut-être est-ce que c'est un peu trop hâtif, c'est-à-dire que le gouvernement, je suis en train de faire une analyse par rapport au gouvernement qui voudrait qu'on rentre dans le domaine dans les périodes de congés pour qu'ils puissent prendre des mesures parce que les congés sont à quelques et ça très bien, le gouvernement a bien fait ça. J'ai dit qu'il faut pas. Oui, on va venir au gouvernement. Oui. Mais maintenant, pour mon église, je respecte. Alors, si vous dites que vous irez à l'église, alors s'il y a. Je ne dis pas que j'irai à l'église. Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit quoi? J'ai dit que je ne me vois pas avec cette mesure qui est préventive et qui est normale. J'ai mal de ne pas aller à l'église. Mais qu'à cela ne tienne, c'est le premier responsable qui a pris une mesure. Je suis obligé de respecter. Merci. Autre événement reporté, vous savez, la maison TV5 Monde, la maison des jeunes qui nous a habitués à ce phénomène de la conférence des jeunes leaders. Le lancement devrait être fait le samedi prochain, mais depuis hier, nous apprenons que la présidente de la maison des jeunes reporte la tenue de la Configel 2020 jusqu'à nouvel avis. Et puis ce matin, Magloire, une autre circulaire conjointement signée par les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique circule. Bien évidemment, et comme vous l'avez dit, le gouvernement a donné le ton. Et donc, il va falloir que toutes les composantes socio-culturelles du pays suivent la cadence. C'est dans cette dynamique-là, justement, que le ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire et son homologue en charge de l'enseignement technique ont sorti une circulaire à l'endroit des directeurs régionaux de l'éducation, des inspecteurs de l'éducation, des directeurs d'établissements publics, interdisant donc
tout regroupement à caractère culturel, notamment les semaines culturelles, tout voyage extrascolaire, tout mouvement de sensibilisation extrascolaire. C'est dire donc que les ministres voulaient donc faire entrer, n'est-ce pas, tous les établissements scolaires du Togo dans la dynamique enclenchée par le gouvernement en interdisant donc tout regroupement de plus de 100 personnes. Et donc dans l'ensemble, nous croyons que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose dans la mesure où que ce soit l'université, que ce soit les établissements scolaires, moi j'estime personnellement que c'est des lieux par excellence de confrontation ou du moins d'attroupement. Et il y a du monde, de la masse. Et donc, pour que on soit homogène dans le suivi, n'est-ce pas, de la directive enclenchée par, ou du moins donnée par le gouvernement, je crois que c'est tout à fait normal que les deux ministres puissent sortir cette note circulaire-là. Parce que justement, les deux ministres, ça permet d'éviter le pire. Afo et Taïrou Babieg se réfèrent à la décision prise par le Conseil des ministres du lundi dernier qui informait que les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits à partir de 19 ce jeudi à minuit. Et les deux ministres rappellent aux inspecteurs, aux chefs d'établissement que les semaines culturelles, les sorties touristiques et pédagogiques, les campagnes de sensibilisation et autres activités extrascolaires regroupant les élèves sont à proscrire à partir de demain. Professeur Couvon, voilà les mesures que les ministres... À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, c'est ce que disent les ministres. Alors, vous les grands frères à l'université, vous avez pris connaissance, enfin, vos autorités ont également pris connaissance des mesures prises par le gouvernement le lundi dernier. Quelles sont les mesures que le président Kokoroko envisage pour l'université? Bon, je ne suis pas le porte-parole de l'université de Lomé. Les autorités s'activent sur les mesures éventuelles à prendre. Je pense que c'est délicat parce que quand vous êtes à leur place, vous devez imaginer qu'ils sont très embêtés, les responsables de l'université, parce qu'il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. Mais je pense que compte tenu de leur sens de responsabilité, ils prendront les mesures appropriées. J'aimerais dire un mot sur les mesures préventives prises par les autorités religieuses. De l'église évangélique presbytérienne. Voilà, dont notre collègue fait cas actuellement. Je pense qu'il n'y a pas à trop s'alarmer. Parce qu'aujourd'hui, ces mesures-là s'inscrivent dans la logique de la charité chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, l'amour exige que le prochain s'isole de l'autre. C'est parce que j'aime l'autre que je suis contraint à l'isolement. Donc je pense que ces mesures-là s'inscrivent très bien dans la logique de la charité chrétienne et il faut lire cela de façon contextuelle. Voilà. Merci. Alors toujours dans la décision sortie du Conseil des ministres du lundi dernier, le gouvernement invitait toute personne responsable à l'auto-isolement au cas où on revient d'un pays contaminé ou qu'on a des raisons de se suspecter de quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des informations qui circulent, notamment sur l'arrivée d'un vol d'Air France hier. Et est-ce que quelqu'un peut nous dire ici, de façon concrète, quelles sont les mesures que le gouvernement a prises à partir de l'aéroport pour que ceux qui viennent des pays comme la France et l'Italie, en toute responsabilité, se conforment à cette mesure d'auto-isolement? Est-ce que quelqu'un a une confidence à partager avec vous? Michel? Non. Bon, c'est difficile pour nous de te répondre puisque tu as reçu un ministre ici, je pense lundi. Il fallait lui poser cette question parce que c'est eux qui ont pris ces dispositions-là et c'est sûr que lui-même l'a dit que progressivement il y aura des mesures additionnelles par rapport aux 8 mesures prises lundi dernier. Donc c'était au ministre de... Sinon nous ne travaillons pas à l'aéroport pour voir concrètement. C'est vrai que nous apprenons que dans d'autres pays les gens sont en train de violer allègrement ces dispositions-là, notamment l'autoconfinement, notamment en Côte d'Ivoire où un volet est arrivé hier et bon,
certains se sont amusés à rentrer chez eux tranquillement. Je pense que ça veut dire que l'État même vraiment est un peu, en tout cas, n'est pas, en tout cas, de l'autre côté, je pense que les autorités, au niveau de l'aéroport, au niveau des services d'accueil, ils n'ont pas été très rigoureux parce que par rapport à ce qu'on dit de ce virus, il est inadmissible que certains quand même puissent se comporter de cette façon. Et même ceux-là qui sont pliés à ces mesures qui sont rendues sur le site de confinement, il semble qu'il n'y avait même pas le personnel médical pour s'occuper aussi d'eux. Je pense que vous ne parlez pas je ne parle pas d'ici. Donc je pense que ici tout a été très bien fait. Sous réserve, oui, sous réserve que ceux qui sont là-bas puissent quand même nous dire peut-être un peu ce que les gens sont tellement attentifs à cette émission. Peut-être que dans un instant à l'autre, certains vont réagir par rapport à cette inquiétude-là. Merci, mais déjà je reviens sur cet article de Flambeau des démocrates qui nous dit, qui recommande aussi bien au pouvoir public qu'à nous tous une communication de masse, de grande envergure, et également la dynamique de la prévention, parce que trouve Flambeau des démocrates, quand on connaît la pauvreté qui caractérise notre système sanitaire, qui n'existe que de nom, nous gagnerions plutôt à nous conformer à la discipline, à l'autodiscipline, pour jouer la prévention. Mais Ambroise? Oui, j'ai voulu réagir par rapport à ce que les autorités font pour pouvoir endiguer le mal. Vous savez, je me rappelle de cette histoire de l'éclipse solaire. La mesure que Mme Soko Diallo avait pris le jour-là, je crois que c'est cette mesure-là qu'il faudrait prendre à l'heure actuelle. Parce que, sincèrement, le gouvernement a fait ce qu'il a pu par rapport à la communication. Ils ont communiqué des mesures, tout ça là. C'est vrai que c'est insuffisant. Et je crois fondamentalement qu'ils ont tendance à ne pas vouloir paniquer la population et tout ça là. Mais ce que le gouvernement n'a pas fait, il faut qu'on le dise. Dans les hôpitaux, le gouvernement n'a rien fait. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, je suis allé à Ségbé. Tous les patients qui viennent là, chacun circule comme des mouches et tout se rentre. J'ai demandé aux infirmiers. Il n'y a aucune mesure, même pas de gants, même pas tout ça là. Et j'ai rencontré des médecins qui m'ont dit, même au CHU au campus, rien n'est fait. Autant d'Ebola. On devait former les médecins, ils n'ont pas été formés. Ouais. Voilà que le grand mal est arrivé. Il faut peut-être nuancer. Lundi, le mardi, nous avons reçu le docteur Tcholignanou qui avait parlé du centre d'isolement avec ce qui est fait et également les souhaits qu'il a émis pour plus d'équipements. Hier même, nous avions reçu le secrétaire général adjoint du Synfod. Bon, peut-être que ce serait exagéré de dire que rien n'a été fait, mais c'est que il faut plutôt encourager à équiper davantage les centres de progression. Je l'ai dit, non, que le gouvernement a bien fait de ne pas demander aux élèves pour le moment. C'est vrai que la situation n'est pas aussi alarmiste, de jouer la montre jusqu'au niveau des congés. Maintenant, ce qui est fait, c'est qu'ils ont communiqué effectivement sur les mesures à prendre. Quand vous allez même dans les structures privées, les gens ont des lotions, tout ça là pour pouvoir se laver les mains. Mais ce que je dis, quand vous allez dans les frontières qui sont poreuses, au niveau chez nous à Kato là-bas, où les gens vont acheter dans le Ghana et rentrer, alors qu'on nous dit que le virus est rentré au Ghana, au Burkina le virus est rentré. Comment ils font de ces frontières poreuses? Au niveau des centres de santé, des CMS qui sont partout, quelles mesures le ministre Midi a pris? Moi, c'est ce que moi j'ai voulu. Je donne l'exemple de CMS de Ségbé, où la dernière fois, plus de 200 personnes étaient assises sur les bancs. Il y avait au moins combien? 4 infirmières ou 3 laborantins, tout ça là, c'est tout. Alors que c'était déjà insuffisant. Tout le monde rentrait partir comme ça. J'ai demandé, mais les gens peuvent se contaminer si éventuellement ce virus arrive ici. Alors justement, c'est ce que vous écrivez, Magloire. Vous parlez de notre système de santé qui n'est vraiment pas des plus efficaces. C'est pourquoi vous nous invitez, par prudence plutôt, à l'autodiscipline pour jouer sur la prévention. Mais c'est clair, ça fait quand même des mois, sinon des années, que nous le disons ici. Et il faut le reconnaître que nous avons un système sanitaire assez fébrile. On le disait chaque temps ici qu'il était vraiment temps de structurer nos centres de santé. Aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli. Et les autorités, personne ne pouvait plus aller se faire soigner en Europe. Parce que si on a un mal aujourd'hui, on est obligé de se faire soigner ici. Malheureusement, on n'a pas travaillé à faire en sorte qu'on ait vraiment des centres de santé qui puissent vraiment prendre soin de nous le moment venu. Et donc, moi je l'ai dit, tant que, comme la situation, elle est telle, ce qu'on
peut faire aujourd'hui, c'est de maximiser la communication, la sensibilisation, parce que pour moi, la mesure préventive, elle est multidimensionnelle. On a donné les consignes, ce qui faut se laver les mains, et il faut faire ci, il faut faire ça, c'est très bien. Mais moi, je dis, au-delà de tout, on doit beaucoup mettre à contribution, par exemple, les radios communautaires, les messages en langue nationale, les spots publicitaires, les journaux, parce que c'est le moment. On nous a parlé de 2 milliards, on fera quoi avec? C'est le moment de les utiliser. Ce n'est pas pour faire des richards avec, parce qu'on connaît dans ce pays, quand il y a des situations pareilles, il y a des gens qui s'en sont toujours et toujours heureux à la fin, parce que ils se taperont des millions après. Et donc cette situation, on parle quand même de la santé publique, de la santé humaine. Et donc nous estimons que le Togo n'a pas un mécanisme suffisant pour pouvoir prendre en charge les malades. Et donc, on a, Dieu merci, le seul cas qu'on a eu à détecter, selon les informations du gouvernement, la dame se porte beaucoup mieux. C'est d'ailleurs une bonne chose. Et donc, nous disons, à travers notre papier, que la seule solution, la seule alternative aujourd'hui, c'est de maximiser la communication. Parce que justement, je vais vous dire ce qui se passe. Par exemple, hier, à Nyekonakwe, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une dame, une blanche, une française, qui est enseignante au lycée français de Lomé. La dame a séjourné ces derniers jours en France. Elle est revenue. Et comme vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement, il y a quelques jours, a tenu une réunion avec les ambassadeurs sur les informant des mesures préventives prises par le gouvernement. Et donc, naturellement, chaque ambassadeur a donné l'information à ses concitoyens qui sont au Togo. Et donc, la dame, étant rentrée au Togo il y a juste quelques jours, a préféré rester chez elle. Et parce que, entre-temps aussi, il paraît que le directeur du lycée français a dit à ceux qui étaient hors du pays de rester chez eux, de s'auto-confiner, comme le terme le dit si bien. Maintenant, à un moment donné, pour se rassurer, la dame a fait appel à l'équipe technique mise en place par le gouvernement qui suit, par exemple, ceux qui reviennent des missions. Et hier, dans l'après-midi, l'équipe est arrivée juste pour suivre la dame. Et quand la population a vu les gens dans leur accoutrement spécifique, c'est-à-dire parés de la tête aux pieds, il fallait voir la panique. Parce que pour eux, déjà, c'est un cas confirmé qui est là. Et les gens ont voulu s'en prendre même aux agents techniques qui étaient là. Parce qu'ils disent que la dame est revenue, ça fait déjà plusieurs jours. Et que c'est maintenant qu'ils arrivent pour la prendre. Et que si c'est vraiment un cas confirmé, que tout le quartier serait contaminé. Alors qu'en réalité, ce n'était vraiment pas le cas. C'est justement dans la dynamique de suivi de tout ce qui était en dehors du pays. Informer, sensibiliser, mais donner la vraie information et que les gens nous écoutent avec toute la sérénité qui s'y est. Oui, Michel. Par rapport au communiqué conjoint signé par les deux ministres. Oui. Bon, je l'ai lu d'une manière diagonale. Je crois savoir qu'il y a une hésitation de la part du gouvernement actuellement. Parce que c'est ça qui m'inquiète. Bon, on pense qu'on peut jouer sur la chance en entendant les congés. Ouais. Non, par rapport à la situation, je pense que s'il faut libérer, parce que c'est eux-mêmes qui ont dit plus de regroupement de plus de 100 personnes. Or, dans les classes... À Ségbé, là-bas, il y a 200 élèves par classe. Or, dans les classes, il y a plus de 100 personnes. Il y a plus de 100 élèves, plus l'enseignant. Bon, finalement, c'est à ce niveau-là que vraiment je suis tellement... je n'arrive pas à comprendre l'attitude du gouvernement à ce niveau-là. S'il y a possibilité, c'est de libérer, c'est de comme les autres pays l'ont fait. On ne peut pas jouer sur la chance que, bon, en entendant, on va prier qu'aucun cas ne souvienne encore et que, bon, les élèves seront... Mais le gouvernement n'a qu'à... Il a déjà, commencé, mais je pense qu'il doit assumer, prendre ses responsabilités, en tout cas, à tout point de vue. Et s'il y a lieu de libérer carrément, de mettre... Merci Michel. Je vous lis juste un extrait du communiqué conjoint qui dit ceci. À ce titre, toutes les activités induisant le regroupement des élèves, notamment les festivités de la semaine culturelle dans les établissements scolaires et centres de formation, tous ordres confondus, les sorties touristiques et pédagogiques, les campagnes de sensibilisation et autres activités extrascolaires
regroupant les élèves sont à proscrire. Attendez, Ça, attendez. Est-ce c'est que là c'est où il y a dans le une sortie- problème. Pardon, hein. Oui. Est-ce Il y a que une c'est dans, ambiguïté. c'est dans une sortie que le coronavirus peut attraper les élèves? En classe aussi, puisque c'est regroupement. Merci. Et même Ah, Michel, ah, pour t'appuyer, ça, s'il te plaît. Quand on prend Le gouvernement, S'il vous plaît. le communiqué Bon, est ambigu. Écoutez un peu le professeur. Il y a une Professeur ambiguïté. Gouffon, Oui. C'est vrai que depuis 2 semaines, toute une polémique est entretenue sur le contenu des communiqués officiels relativement à cette affaire du coronavirus. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, la mise en œuvre effective des décisions prises par le gouvernement le lundi dernier. Alors, vous, professeur de philosophie en éthique et biotique, quel est votre... qu'est-ce que vous observez de la part des uns des autres? Non, je partage entièrement les inquiétudes de mes amis. Mais ce que j'aimerais ajouter par rapport à l'autodiscipline, mais j'ai l'impression que les mesures préventives adoptées concernent seulement les villes. Je me demande, est-ce que les campagnes, la sensibilisation est au même niveau dans les campagnes qu'en ville? Parce que quand on constate, c'est-à-dire le comportement dans les villages et les campagnes, on se demande si effectivement les gens ont pris conscience de la mesure de la situation. Et c'est là où je dis que il est de la responsabilité. Parce que l'acteur clé de la lutte ou bien de la résistance à cette pandémie, l'acteur clé, c'est l'État. Et c'est là où, bon, ce n'est pas pour faire la politique, entre guillemets, comme on le dit souvent, l'État doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il s'agit tout simplement de mettre en pause les activités pour un temps donné. Ce n'est pas pour longtemps, c'est tout simplement pour 15 jours et prendre les mesures appropriées pour pouvoir en finir avec... Et ces mesures formulées de façon claire et lisible pour tout le monde. Voilà. Parce qu'il y a des moments où, face à des situations, il faut observer une pause. Ce n'est pas de la tyrannie, non. C'est tout simplement au nom du bien-être, du bien commun de la population, pour redémarrer. Et c'est là où j'ajoute que la crise, c'est le moment de prise de conscience. C'est le moment où les gens reviennent à eux-mêmes. C'est le moment où les sociétés se construisent. Ce n'est pas un moment où on doit lésiner sur certains moyens. Je voudrais dire, oui, Ambroise, auréolé de cette histoire d'hospitalité légendaire dont le Togo a toujours été le chantre, le porte-flambeau, le gouvernement a toujours joué. Nous, on est, comment on l'appelle? Les gens peuvent venir, hein, on ne s'inquiète pas tellement trop, faut pas paniquer comme les autres pays le font. Mais au même moment, ce virus est terrible. Quand un virus est terrible de ce genre, vous n'allez pas vous amuser à nous pondre un communiqué, pas laconique, mais un communiqué confus et ambigu. Pourquoi je le dis par rapport à notre église? Quand vous suivez le communiqué de l'église de l'Assemblée de Dieu, ils ont élagué le fait de ne pas faire le culte. Si vous lisez bien le communiqué de l'Assemblée de Dieu. Je comprends les nôtres qui ont pris une mesure claire. Comme au Niger, il n'y a même pas de cas, mais on ferme toutes les mosquées, tout. Mais moi, j'ai voulu qu'on soit un peu réaliste. Si le gouvernement était clair dans son communiqué, qu'on ne peut pas regrouper 100 personnes à la fois, alors que au CEG, il y a 180 enfants en classe, là-bas actuellement. Donc, je me dis qu'il y a une confusion. Et les marchés, on doit aussi fermer les marchés. Donc, même les funérailles, l'organisation des funérailles. Donc, que le gouvernement nous dise que pour le moment, il n'y a pas de panique, que la rentrée, les écoles peuvent continuer, les églises peuvent fonctionner, mais avec prudence, avec les mesures de prudence. Ou soit, on prend des mesures draconiennes et claires en même temps. C'est là où le gouvernement devait arriver. Donc, Magloire, le gouvernement qui a quand même une direction de la fonction civique, ministère de la communication, gagnerait vraiment à nous informer par des messages clairs, précis, qui ne prêtent pas le flanc à une certaine ambiguïté. C'est pour cela que nous nous attelons à une sensibilisation de masse assez poussée, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, quand nous prenons le communiqué en question, le communiqué conjoint, on interdit ou on proscrit les sorties récréatives et tout, d'accord, mais pendant ce temps que les élèves sont toujours en classe, quand ils sont 9h45 à l'heure de la récréation. Ambroise dit déjà que dans sa classe à CB, il y a 100 combien? Près de 200. Voilà. Allez vérifier, oui, dans une classe. Et là, ça voudra dire que le gouvernement cherche une chose et fait son contraire à la fois. Soit carrément on interdit,
les écoles, en tout cas, on fait provisoirement, comme le professeur l'a dit, même l'université, les universités publiques du Togo, tout ça parce que la Constitution même donne le droit au gouvernement de garantir la santé aux citoyens, aux populations. Qui est une valeur fondamentale. Absolument. Et donc aujourd'hui, je ne comprends pourquoi, au même moment que le gouvernement dit qu'on doit plus se rassembler quand il y a plus de 100 personnes dans le pays et qu'on ne dit pas clairement que les églises, tout ça, doivent fermer leurs portes provisoirement. Par exemple, quand on prend l'église catholique, on sait ordinairement que quand les dimanches, ce n'est pas une question de 100 personnes. On tape au moins entre 200 et 300 personnes par diocèse ou par paroisse. Et donc, ça va de soi. 1000. Nous tous, nous voulons que le Togo soit vraiment épargné de ce virus. Parce que, comme on l'a dit, on n'a pas un système sanitaire qui puisse vraiment faire face au virus. Et donc, il faut accentuer les mesures préventives qui puissent vraiment nous aider à prévenir le mal. Et puis 100 personnes, ailleurs c'est trop. Puisque en RDC, par exemple, c'est 20 personnes. Hein. Ici, 100 personnes, Merci, c'est Dieu. Mais je rappelle tout simplement que si vous allez maintenant en Italie, à Rome, à Vatican, la basilique de Saint-Pierre est totalement vide, alors que c'est là que se trouve l'autorité humainement suprême de l'Église catholique. Le pape même sait qu'il doit être en vie avec ses fidèles pour que Dieu agisse en nous. Le pape s'isole déjà. Le pape même c'est auto-isolé avec discipline. Le virus ne connaît personne. Vous pouvez beau être Donald Trump, vous pouvez beau être tout. Le virus s'en fout de tout le monde. C'est qu'il va falloir que le gouvernement vraiment soit fasse ferme. Parce que c'est comme le président français le disait, c'est que c'est une guerre contre un ennemi invisible. Et quand c'est comme ça, toute stratégie militaire te dira que quand on mène un combat contre un ennemi invisible, c'est plus difficile que contre un ennemi connu. Et donc on ne doit pas lésiner. D'autant plus que notre système sanitaire ne nous donne pas les équipements de la France, de l'Italie qui sont déjà débordés. Et aussi la flexibilité de nos frontières. Il faut que ces mesures concernent plusieurs États. C'est le moment où nous devons faire vivre le panafricanisme. Et bizarrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si Fogn Yassingbe lui-même il a oublié qu'il a pris une mesure. Il s'est fait un bain de foule à Kara, et ça a défrayé la chronique. C'est quand je ne sais pas si c'est le week-end, je ne sais pas. Mais j'ai quand même vu, beaucoup ont critiqué ça sur les plateformes, qu'il a pris une mesure. Moi j'ai dit, peut-être il ne peut pas s'empêcher ce bain de foule. Je n'ai pas connaissance de ce voyage à Kara, et donc merci coronavirus, d'accord, mais la politique togolaise aussi avec ces développements, c'est notre quotidien. Et des journaux sont revenus aujourd'hui sur le cas Agbeyome Kodjo, donc le président du parti MPDD, député à l'Assemblée nationale, candidat à la dernière élection présidentielle, qui continue à revendiquer sa victoire. Et suite à cette déclaration et acte, le procureur de la République a saisi la présidente de l'Assemblée nationale pour procédure de levée de son immunité, ce qui est advenu depuis quelques jours. Alors c'est là-dedans que le Front des démocrates, vous prenez acte dans un premier article que l'immunité parlementaire d'Agbeyome Kodjo est levée, et maintenant vous demandez dans le second article pour quelle fin. Voilà, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui parce que, comme on l'a vu, les Togolais étaient allés voter, en tout cas ont voté le 22 février dernier. Les institutions de la République ont proclamé le vainqueur, sauf que derrière, l'opposition, sinon le candidat de la dynamique, Kodjo, conteste les résultats tels que proclamés par la CENI et la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, en tout cas, le nouveau feuilleton, c'est la levée de l'immunité parlementaire du candidat Agbeyome Kodjo. Ça a été déjà fait le lundi dernier. Maintenant, nous, aujourd'hui, on se pose la question de savoir à quelle fin, justement, cet acte a été posé. Parce que quand vous suivez un peu le procureur de la République, il a énuméré un certain nombre de faits qu'on reproche au candidat de la dynamique Kodjo, d'accord? Et on dit qu'il est temps qu'il réponde de ses actes devant la justice. Et logiquement, on n'a pas besoin d'être un divin pour le savoir qu'en réalité, peut-être, l'idée cachée derrière, c'est de l'envoyer en prison, d'accord.
Non, le juger d'abord et puis les juges décideront. Mais bien entendu, quand vous voyez les chefs d'accusation et tout ça, ce n'est pas pour rien que vous avez vu la célérité avec laquelle la procédure même a été conduite, et en 2, 3, ou du moins parce que ça a démarré le mercredi, reporté sur jeudi après vendredi, et lundi on a enlevé son immunité parlementaire. Et donc nous disons oui, peut-être l'idée derrière c'est de l'envoyer en prison. Peut-être on y arrivera parce que l'intéressé même a déclaré ce matin qu'il est prêt, qu'il se met à la disposition du procureur de la République à toute fin utile. Mais quand vous voyez par exemple le communiqué qu'a sorti le parti FDR que nous avons lu ce matin, le communiqué s'inscrit justement dans notre réflexion, parce que quand vous voyez un peu les grands chantiers qui sont devant le Togo en termes de développement, on parle du PND, le Togo a besoin du temps pour chercher des moyens pour financer les grands projets de développement. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on choisira peut-être mieux d'envoyer un acteur politique en prison? Parce que quand on le fait, ici, on dira que oui, il a commis des actes similaires, n'est-ce pas, ou du moins qui veulent attenter à la sûreté de l'État, d'accord? Mais ailleurs, on parlera de l'emprisonnement d'un homme politique, oui, et tout ça. Gloire, surtout qu'il est... vous diront que le PND est d'accord, mais le Togo, qui se veut état de droit, exige de ses fils que chacun se conforme à la réglementation nationale. Mais la loi, d'accord, mais il faut voir sur le terrain politique l'aspect ou du moins la conséquence que ça peut avoir. Moi, je dis, oui, on peut quand même se départir de tout ça. Moi, je dis, en réalité, Fonya Sibé. Non, ça, je vais quand même terminer. Ça fait déjà quelques temps que vous parlez, alors que les autres aussi attendent. Alors là-dessus, justement, Ouara le vainqueur, vous demandez, Michel, que risque le président autoproclamé à Agboyome Kodjo? Mais il risque gros. Il risque gros. Ce qui est sûr, c'est que M. Agboyome Kodjo n'est pas un novice en politique. C'est un monsieur qui a eu à assumer des hautes charges dans ce pays, et quand il pose les actes, derrière sa tête, je pense qu'il est mesure. Tout le monde savait un peu avant qu'on aille à l'élection du 22 février ce que Agboyome posait comme acte, qui vraiment étaient des actes irrépréhensibles. Et au cours de la campagne, il a commencé un peu. Et puis, ce qui est encore grave, après le vote, il s'est autoproclamé président. Vous avez lu avec moi tous les greffes que le procureur de la République porte contre lui. Nous avons essayé de les fuiner un à un. Et le plus gros, c'est l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Si ce délit ou cette infraction, si vraiment elle est retenue à la fin contre Agboyome Kodjo, je pense qu'il encourt 20 à 30 ans de prison. Et il le sait, puisqu'il connaît très bien la loi. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut recommencer quoi que ce soit. Il sait tout. Et donc, aujourd'hui, je pense avec la levée de son immunité, il reste seulement peut-être au procureur qui a fait appel à l'Assemblée nationale de lever son immunité, ce qui est déjà fait, peut-être d'entamer le processus contre Agboyome. Il le sait, lui-même dit qu'il est légaliste. Et ce n'est pas parce qu'il y a peine dès qu'on peut accepter la pagaille, le désordre dans un pays, parce que lui-même l'a dit il a à maintes reprises qu'il est légaliste, et quand un légaliste va à une élection, il y a des institutions qui doivent proclamer. Et si on n'est pas d'accord, il y a des institutions aussi devant lesquelles on peut aller faire un recours. Et donc, s'autoproclamer président, je pense que se mettre dans cette posture de défiance, il y a les lois. C'est pourquoi je le disais depuis longtemps, le Togo n'a pas de temps à perdre en ce qui concerne son développement. Nous devons aller au travail. On ne peut pas continuer à être statique comme ça en regardant les choses se faire. Il va falloir quand même discipliner les gens. Et que le Togo véritablement agère. Nous avons reçu le ministre des Droits de l'Homme, Christian Trémois. Il a dit ici au studio ce que reprend Togo Matin, qui écrit que Christian Trémois appelle Agboyome Kodjo à collaborer avec la justice. Puisque lui-même dit qu'il est légaliste. Oui, et à ce niveau-là également, le confrère Le Changement se demande s'il ira ou n'ira pas en prison
et pour le changement, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Justement, à ce sujet, le monsieur Agboyome Kodjo a été reçu sur les antennes d'une radio partenaire ce matin, Radio Victoire. Voici ce que la réaction de monsieur Agboyome Kodjo sur la problématique de se conformer à la justice ou pas. Je crois qu'ils sont dans une logique. Et si l'acte qu'ils ont posé fait avancer le pays au nord, donc l'institution que j'ai eu la chance de diriger, l'histoire nous le dira. Mais ce n'est pas un problème de tout en temps dénote même donc la nature et la manière dont l'institution fonctionne, parce que nulle part au monde, je dis bien nulle part au monde, on accuse donc un candidat à l'élection présidentielle qui visiblement de toute façon a remporté le scrutin, et que donc pour lui faire du mal ou exercer divers types d'harcèlement donc sur sa personne, donc on accuse. Ceux qui m'ont insulté là, dans la campagne, notamment le professeur Akbar, que je respecte beaucoup, il a raconté un certain nombre de conneries, mais d'une manière ou d'une autre, je dis, il n'emportera pas au paradis. J'entends Gilbert Ballard parler, on ne représente pas 1% de la population, j'entends tout le monde s'égosiller, eh bien c'est bien, ce n'est pas un problème. Moi je ne poursuis pas des actes constitutionnels, notamment donc la mise à disposition de tous les candidats. On viole la Constitution, on ne me le donne pas. Je ne poursuis pas. Je n'ai pas envoyé des jeunes dans la rue, les populations dans la rue pour aller chercher leur victoire. Eux reconnaissent même la plupart. Donc, je dirais, des nations qui composent un continent africain. Moi, je ne dépose pas plainte contre eux. Et on dit, propos de campagne, on a parlé aux militaires. Les militaires, eux, ils ne font pas partie du corps électoral. Vous savez, j'ai déjà dit ça. Il ne faut pas me provoquer. Je suis à la disposition du procureur de la République à tout moment. Je suis prêt. Vous ne pouvez pas voler sur quelqu'un et la monter. Nous étions petits candidats de l'opposition. Et pourquoi de tout est c'est moi ce qu'on a fait? Et pourquoi de tout est le 22, quand on commence pas à faire le déploiement, mais comment des mes téléphones, les téléphones de mes proches, tout le monde qu'on a coupé? Pourquoi c'est moi qu'on a encerclé? Pourquoi mettre le bloqué chez moi? Attention, hein, nous sommes fils d'une même nation. Mais si de tout la CENI n'a pas procédé d'une opération électorale, on n'en serait pas là. Et donc, je dis bien que personne n'a qu'à amener le fusil, me tuer en même temps. Les Togolais sauront de mon que je suis moi pour eux. Alors, il faut arrêter. Il faut arrêter tout ce qui est loin. Collaborer avec la justice. Moi, je suis là depuis là. Collaborer avec la justice. Moi, là, il y a des gens qui ont beaucoup de gel que lui. Je le connais très bien. Je connais son père et sa mère. Il faut que tout le monde se calme. Que tout le monde se calme. Si Christian témoin, dont les parents sont des pasteurs, et donc, il respecte Dieu, et que lui, il est conscient que je mens avoir gagné toutes ces élections, il n'a qu'à continuer. Merci, c'était monsieur Gabriel Mensangboyome Kodjo ce matin sur les ondes de la radio partenaire Radio Victoire FM. Ambroise, on retient pour l'essentiel que monsieur Agboyome Kodjo continue à se prévaloir d'être le vainqueur de cette élection, mais en même temps, il se dit légaliste et il se met à la disposition du procureur de la République. Oui, je crois que Agboyome, de par ce que nous avons eu à voir sur le terrain et la dynamique qui le conduit, et Agboyome, il a ses raisons, et il a raison, parce que quand vous faites un sondage actuellement dans le pays, vous comprendrez que c'est le monsieur qui a gagné les élections, et on nous présente un autre candidat. Je suis désolé. Et ce qui est étonnant, c'est que, comme lui-même il dit il dit clairement, vous ne pouvez pas voler le suffrage de quelqu'un et l'emmerder. Vous savez, les prisons ne sont pas faites pour les animaux ni les bêtes, c'est pour les hommes, naturellement. Mais moi je me dis, si Faure Gnassingbé est sûr de lui qu'il avait gagné les élections. D'abord, on l'a demandé de faire le recompte des votes. Ils ont refusé. Maintenant, en quoi Agboyome l'inquiète? Agboyome qui est président dans sa maison, c'est ça qui l'inquiète? C'est ça qui inquiète le régime? Et ça, c'est vous avez lu, disons, ce que le procureur de la République justement, j'allais en venir au procureur. Les gens ont volé 600 millions dans ce pays. 30 milliards. Tu la roue, le met tout là. Les gens ont tué. Les Douci Sinanda, tout ça là. Mais le procureur ne s'est jamais saisi de ça. Les gens ont volé 3 milliards, on l'a pris. Tout le monde sait qu'on a volé de l'argent. Mais ce procureur, je ne sais pas il est procureur de qui ou de quoi, mais lui il est là seulement à inquiéter les gens politiquement. Agboyome n'a pas volé, Agboyome n'a pas tué. Les gens ont tué, les gens ont volé, les gens continuent pas à détourner des milliards dans ce pays. Et Faure lui-même a reconnu ça, qu'il y a une minorité qui pille le pays. Mais personne ne les inquiète. Merci, mais aujourd'hui on me dit que quelqu'un qui se dit il est président dans sa maison et qu'il a nommé un premier ministre qui ne sont même pas en fonction, il est à Lomé, alors que vous avez les armes, l'argent. Vous dites que ce monsieur vous inquiète, c'est rigolo et c'est ridicule. Merci professeur Kouvon. Voilà un problème à la fois, c'est la politique et le droit. D'un côté, le procureur de la République qui reproche au sieur Agboyome de violer
des lois de la République avec toutes les accusations qu'il porte contre lui. Et de l'autre, vous avez écouté le monsieur Agboyome qui continue à revendiquer la victoire et avec les pics qu'il a adressés à quelques personnalités. Merci, c'est un problème très délicat. Mais sur le plan théorique, ce que je peux dire, moi je suis un partisan de la politique délibérative qui veut que la seule manière de régler le problème, c'est la discussion publique. Je pense que ce pays a besoin d'un débat de fond sur les problèmes qui traversent notre société. Parce que moi, je fais un lien entre la crise que nous vivons et le coronavirus. Parce que le coronavirus, c'est un signal fort pour dire qu'on doit faire la politique autrement. Parce que notre politique, finalement, c'est organiser les élections et puis gérer la crise. Et on oublie le problème fondamental qui est le problème du développement. Là, on est dans des situations pré-politiques, malheureusement. Parce que la politique, au vrai sens de politéia, je pense qu'il faut quand même organiser peut-être un débat sur le sens de la politique. Des gens emploient le terme politique à tort et à travers. La politique, au sens de politéia, veut dire l'organisation de la cité dans la perspective du bien commun. Si tel est le cas, nous ne faisons pas la politique. Donc il faut vraiment qu'on sorte de cette situation qui n'arrange pas le bien commun des citoyens togolais, malheureusement. Donc la crise ne fait pas du bien à personne. Donc on n'a pas intérêt à nous installer dans la méfiance, parce que la politique, c'est la confiance. Tant qu'il n'y a pas la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, on tourne en rond. Et je pense que c'est la question de l'avenir de notre pays, de notre patrie et des générations futures. Mais aussi un devoir envers les générations passées, parce qu'ils nous ont légué ce pays, non pas pour qu'on l'installe dans cette situation de crise permanente, mais pour que nous vivons mieux. Donc je pense qu'il y a un sens de responsabilité et la politique togolaise doit renouer avec la responsabilité. On n'a pas, après les élections, à dire que tel est vainqueur et tel est vaincu. C'est le peuple qui doit gagner. Si le peuple ne gagne pas, donc là, je pense qu'on n'a pas de raison de faire la politique. Merci, nous allons nous ouvrir dans le débat inclusif incessamment, mais juste Ambroise, comme on va quand même mentionner 2 articles de votre parution, The Guardian, paru aujourd'hui. Alors, quel est l'article que vous choisissez de partager avec nous? Oui, l'article, c'est l'article, la une même du journal, le bras de fer mortel du régime de Faure face aux États-Unis, suite à la présidentielle. Oui, d'abord, cet article relève tout simplement que le régime de Faure Gnassingbé veut bomber les torses face aux États-Unis, qui est une puissance. Surtout que à la proclamation des résultats provisoires par la CENI, vous allez remarquer que Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État aux affaires africaines des États-Unis, a déjà félicité Agbomé Kodjo pour avoir été le gagnant de ces élections. Et d'aucuns se posent la question, lui, de quoi il se mêle? Au même moment, l'ambassadeur demande à ce qu'on recompte les bulletins de vote, bureau de vote par bureau de vote. Si nous estimons qu'on a gagné les élections, pourquoi on va refuser qu'on recompte les bureaux de vote? Ça, c'est un de deux. Les États-Unis ont déployé des observateurs sur le terrain. Et le jeudi, 2 semaines avant l'élection, je l'ai dit ici, que je ne fais pas confiance à ces observateurs qui viennent souvent faire du cinéma. Mais j'ai j'ai une foi à l'endroit des États-Unis, et les gens ont ri. Bizarrement, ils m'ont donné raison. Et c'est des gens qui sont les mieux placés en matière de renseignement partout dans le monde. Si ce monsieur de Herman Cohen dit que Agbomé a gagné, ça veut dire qu'il a des éléments. Oui, sauf ça, c'est que monsieur Herman Cohen n'est plus aux affaires. Un ancien secrétaire d'État adjoint, oui, et qui ne fait pas partie de l'administration de Donald Trump. Vous ne comprenez pas les termes diplomatiques. Quand un monsieur de ce rang-là dit ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, et maintenant, pour creuser l'article, tu m'as demandé une question. Oui, mais ce que vous dites là, c'est ce que j'ai écrit dans l'article. Laisse-moi dire ça. Là, vous m'avez fait une insulte que je ne peux pas laisser comme ça. Dans tous les pays, oui, l'administration du moment ressort du président en exercice. Et encore une fois, M. Herman Cohen ne fait pas partie de l'équipe de M. Trump. Parlons de l'ambassadeur, qui est ici, qui représente l'État américain. Mais vous savez confondre et l'ambassadeur. Non, je juste donner un exemple de son rang. Maintenant, l'ambassadeur, un ambassadeur représente son État dans l'État étranger. C'est lui qui dit qu'il faut recompter. Et le département d'État a renchéri avec
un rapport accablant sur les droits de l'homme au Togo. Donc, le Togo qui veut confronter aux États-Unis, c'est suicidaire. L'ambassadeur au Togo était là à la Cour constitutionnelle quand les résultats définitifs étaient proclamés et on n'a plus senti sa réaction officielle depuis. Il est 12h. Merci. Oui, Michel. Puisqu'il parle de sondage, on voulait voir c'est quel institut de sondage. Non, ce n'est pas la peine de relever ça. Il est 12h. Les auditeurs vont entrer en ligne bientôt sur le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Merci de faire bref. Comme le sujet passionne beaucoup de personnes, vous avez la liberté de poser une seule question pour donner la chance à un maximum d'être en ligne. 93.5 Canal FM. Oui, la ligne est ouverte. Merci de faire bref. Vous posez une question pour laisser la chance au maximum d'auditeurs de nous enrichir. Le premier en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? Monsieur Alex de Zoroba. Alex. Oui. De Ogba. Zoroba. Zoroba, ok, nous vous écoutons. D'accord. Bonjour à vous tous là-bas. Oui. Et cette question, normalement, ça devait s'adresser au procureur de la République, comme il sera à l'écoute. Il va nous répondre. Et nous voulons savoir, est-ce qu'il est procureur de la République togolaise ou bien il est procureur spécialement d'un parti politique au Togo? Du temps, puisque nous constatons qu'il y a des problèmes concernant le Togo. C'est vraiment malheureux que notre ami est parti. Nous aurions aimé vraiment suivre la fin de sa question. Allô, bonjour, le plateau. Oui, bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Pita. Monsieur? Pita. Ok, allez-y. Ouais, j'aimerais demander à monsieur Ambroise quelle différence il y a entre Tony Blair et Herman Cohen. Et quand il parle de sondage, est-ce que lui-même, il a dit tous les PV de tous les bureaux de vote? Merci. Je vous en prie. Ambroise, la question vous est adressée, vous voulez lui répondre? Non, il n'a qu'à aller demander à Herman Cohen et autres. Moi, je ne vais pas répondre. Merci. Au suivant, mais professeur Couvent, le premier auditeur parlait un peu du procureur. Ouais. Vous avez quand même pu saisir le fil de sa pensée? Oui. Eh bien, bon, vous voulez faire une réponse? Mais l'idée que ça me donne, c'est que, bon, je reviens toujours à ma première idée. Bon, c'est malheureux que les débats politiques au Togo s'enferment tout simplement dans la légalité. On oublie assez la question de la légitimité. Parce que c'est la légitimité qui nourrit et porte la légalité. Tant que les débats ne vont pas aller dans ce sens de la légitimité, on va toujours tourner en rond. Parce qu'on ne règle pas des problèmes de société toujours avec l'œil de la légalité. Malheureusement, il faut qu'on pose assez le problème de la légitimité. Merci. Voilà. Nous allons recevoir l'auditeur qui attend en ligne. Bonjour. Allô, bonjour, ça c'est M. Kolani. Oui, Kolani. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Vraiment, il faut dire merci à votre professeur. En politique, il faut la confiance. C'est la même chose que les États-Unis ont fait dans leurs lettres. Ils ont adressé à la CENI. Il faut que la population se retrouve dans ces institutions. Donc, il faut proclamer les résultats du bureau de vote par bureau de vote. C'est tout. Aujourd'hui, quand il n'y a pas cette confiance, qu'est-ce que vous faites? C'est la population qui est intéressante. Ce n'est pas les partis politiques ou bien des individus. Donc, tout ce que le professeur est en train de développer là-bas, les gens n'ont qu'à écouter que le Togo d'abord. Aujourd'hui, cette crise que nous vivons, même cette maladie qui est arrivée là, chaque fois sur votre chaîne, je vous dis, nous reprochons ce régime à cause de sa mauvaise gestion de nos patrimoines communs. Cette maladie, on vous a dit sur votre chaîne, il n'y a seulement que 4 lits qui peuvent accueillir ici, il y a réellement des malades. Où est la gestion que chaque fois on reproche à ce pouvoir? Donc nous allons aujourd'hui dire prier. Or, tout ceci devait être prêt depuis fort longtemps. Si il y a cette maladie, on pouvait les pallier. Merci Kolani de réchauffer ce débat que nous animons au jour le jour. Le suivant, c'est M. Hamès.
Allô, bonjour. Allô, l'auditeur en ligne. Michel, facilitons le travail aux auditeurs. Nous avons besoin de les écouter pour nous enrichir mutuellement. Alors, Monsieur Kodjo, bonjour. Alors, bonjour. Oui. Je salue les invités. Sur le coronavirus. Oui. Et s'il arriverait qu'on ferme les écoles, les marchés, les frontières et tout autre là, comment est-ce que la population qui est pauvre va s'en sortir? De deux, sur la politique, je voudrais que Ambroise m'explique quelque chose. Et lorsque la CENI a volé, entre parenthèses, M. Agbome Kodjo, il a organisé une conférence de presse en disant que la population n'a qu'à aller dormir, qu'il va leur amener la victoire. Maintenant que le procureur est à ses trousses, il revient chez la population les supplier de venir le défendre. À ce niveau, je ne comprends pas. Merci. Donc, Ambroise n'a qu'à m'expliquer un peu. Merci. Ambroise, expliquez à votre ami. En fait, je crois que c'est Agbome Kodjo lui seul qui peut répondre à votre préoccupation. Mais ce que je sais, c'est que Agbome Kodjo, à l'entendre, est dans une dynamique. Le gars dit qu'il est toujours le président élu démocratiquement et légitime du peuple togolais. Et à ce titre, il se dit, si ceux qui ont les armes et la force veulent l'emmener en prison, il est prêt à répondre de ce qu'on l'accuse. Parce que nous sommes sur un terrain politique. Et sur un terrain politique, je ne vois en quoi on peut mêler la personne à des histoires qui ne cadrent pas. Et nous sommes même, on était en période post-résultat, ou pré-résultat. Et aujourd'hui, si la personne revendique sa victoire, c'est sur la base des choses. Donc, c'est normal qu'il pose la question, mais seul Agbome Kodjo puisse le répondre. Michel, qui nous appelle depuis Baguida. Bonjour, Michel. Bonjour. Oui, je voudrais intervenir à propos du coronavirus. Vous êtes en direct. Oui, je ne sais pas si les vols provenant de France continuent ou bien c'est suspendu. Parce que j'ai appris que un vol arrivé à Douala ou Yaoundé a été, tous les passagers ont le virus. Ont été testés positifs. Confinés dans un hôtel. Ont été confinés tous. Ils ont pris leur bagage et on les a amenés en bus dans un hôtel. Est-ce que cette disposition ne serait pas prise ici? Parce que c'est le moment où à nos collègues blancs... Merci Michel. Nous avons saisi l'essentiel de la question. Nous allons vous répondre le temps qu'on nous prie en même temps. L'ami Pelé de Doula-Samé. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, moi je suis parfaitement d'accord avec notre président démocratiquement élu, M. Agbome. Il est dans sa logique. Je pense que le régime continue à faire toujours de la même chose. En 2005, on nous a fait coup de force dans ce pays. Et déshabiller M. Agbome de son poste de député, c'est de lui mettre un revers sur la table d'aller négocier. Moi, c'est ce que je pense. Donc, tout ça là, c'est pour l'intimider, pour aller négocier. Et si c'est pour négocier, je pense que ce n'est pas de la sorte que le régime doit passer. Merci, juste vous rappeler que Agbome reste et demeure député, mais c'est son immunité seulement qui lui a été enlevée. Nous prenons en même temps Gérard. Gérard, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui. Je vous dis merci pour le travail que vous avez fait pour ce pays. C'est pas du tout facile. Ma question est la suivante. L'autre fois, j'étais parti au village à Vaugan. Lorsque je suis rentré à la maison, ma maman me demande on disait qu'il y a une maladie qui est arrivée à Lomé. J'ai l'impression que partout dans les villages, c'est comme si le Togo s'est arrêté à Lomé. Aujourd'hui, c'est un problème qui mine le sol togolais. Mais à ce moment, ma maman ne sait pas que c'est le Togo qui a tout le problème, qu'elle aussi, elle est dedans. Comment on va faire pour que cette population qui se trouve dans nos villages vont savoir que ce coronavirus, ça appartient à tout le monde au Togo, qu'elle est dedans aussi. Merci. C'est ma première question. La deuxième, c'est que j'aime à parler aujourd'hui à l'un de mes journalistes que j'aime beaucoup, c'est-à-dire Ambroise. Et tout ce qu'il dit, ça me rend très fort.
C'est-à-dire qu'il y a la réalité dans sa parole. Aujourd'hui, on parle que quelqu'un qui est le procureur de la République, quand on parle de la République, c'est que le Togo. Est-ce que le monsieur lui-même, il comprend son métier? La première question, c'est que aujourd'hui, quelqu'un a fait sa campagne. On parle bien du campagne. Le monsieur n'a pas volé, il n'a rien fait. Ils ont dit qu'on a levé son humilité. Est-ce qu'ils ont bien lu la Constitution, bien sûr, avant d'enlever l'humilité parlementaire de Monsieur Agboyomé? Merci beaucoup. Alors, un auditeur se demandait si les vols d'Air France continuent à arriver à Lomé. Je crois savoir que, selon le dernier conseil des ministres du lundi, c'est ce soir à minuit que le dernier vol devrait arriver d'un pays comme la France. Magloire? Oui, il me semble également que c'est ça. Donc ça continuait depuis lundi jusqu'à ce soir, je crois, avant de pouvoir surseoir ça provisoirement. Et donc, pour le moment, on s'en tient à ça en attendant peut-être une prochaine sortie du gouvernement. Merci. J'ai posé la question au début, mais Michel nous répondait que personne n'est ici n'a qualité pour répondre ni au nom de l'aéroport, ni au nom le ministre Lata l'avait dit que des mesures sont prises pour confiner ceux-là dont le mal dépasse 1000, quelque chose comme ça. Et je dis, bon, une chose est de nous dire ça, mais est-ce que dans les faits, ça s'est produit comme ça s'est fait en Abidjan où certaines autorités sont arrivées, ils ont préféré rentrer chez eux dans la maison? On m'annonce déjà l'auditeur en ligne, bonjour. Oui. Oui, j'appelle de Ranco. Ranco, oui, c'est Kokou. Oui. Ok, allez-y. Je voulais poser une question à M. Michel Tchadja. Oui. Et ils avaient fait déjà une enquête concernant... Diminuez un peu le bouton de votre poste là. Concernant l'argent de la canne là. Qu'ils ont fait avec Applice, ils ont remis ça au procureur. Et l'affaire là, c'est à quel niveau maintenant? Je vous en prie, je vous prie de vous tenir aux questions que nous avons évoquées et débattues à ce jour. C'est concernant le procureur de la République. Merci. Ok. Bon, mais prochainement, revenez au sujet du jour. Mais Michel, vous voulez lui répondre? Justement, c'était pas un sujet du jour, mais par rapport, il connaît les portes du procureur. Il peut aller le demander, voir, puisque c'est lui qui a pris le dossier des maîtres de Aplucia, les dossiers de la CAN 2013 ou 2016, je ne me rappelle pas très bien. Dans tous les cas, le procureur a le dossier. Il revient à lui seul de savoir ce qu'il va faire de ce dossier. Et dans ce dossier-là, je pense que son partenaire privilégié, c'est Aplucia, ce n'est pas Michel Tchadja. Merci. Encore une fois, chacun joue son rôle. Nous, les journalistes, nous informons, nous pouvons porter des pistes, mais il revient à chacun de jouer son rôle. Et nous avons interpellé le procureur de la République à plusieurs reprises. C'est ça qui le rattrape aujourd'hui. Il gagnerait la confiance des citoyens en se montrant au-dessus de la mêlée et de se sentir concerné par toute question. Mais ça, c'est bien fait que tu as rappelé cela. Je pense que quand il s'agira des questions de corruption, nous aurons aussi à nous adresser au procureur. Merci. Nous prenons l'ami Jacques depuis Agbalapédo. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je voudrais d'abord vous féliciter pour tout ce que vous faites. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, je voudrais d'abord vous féliciter pour tout ce que vous faites pour la population togolaise. Merci. Par rapport à l'information. Oui, je voudrais aussi aller dans le sens de coronavirus. Je voudrais dire, bon, si les autorités politiques ne peuvent pas le faire, vous avez fait déjà un travail. Il faudrait que vous, journalistes ou bien vous, les médias, vous sensibilisez de plus la population. Par exemple, dans les caravanes, dans les marchés, dans nos quartiers, dans les villages contraints, pour plus sensibiliser la population par rapport à cette maladie. C'est ce que moi j'ai à vous dire. Merci. Mais nous, journalistes, c'est dans nos colonnes, sur nos antennes, par les médias numériques. Mais il y a aussi les associations, les ONG là. C'est le moment de vous sentir, d'aller directement aux populations, ne pas seulement faire des conférences de presse à Lomé ici, mais aller au-devant de tous les Togolais des cantons et villages. L'ami Philippe, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Oui, depuis jeudi passé, j'ai tenté, mais en vain. Aujourd'hui, je vous ai eu. Bon, et ça concerne une presse que vous avez lue la fois dernière.
la presse demandait si M. Kodjo est tombé sur la tête. S'il vous plaît, l'ami Philippe, les règles du jeu, c'est que vous intervenez dans les débats, dans les sujets que nous avons débattus avec les confrères et invités autour de moi aujourd'hui. Excusez-moi, M. Sass, c'est parce que c'est une presse qui avait dit ça, et puis vous vous êtes tué, vous n'avez rien dit à propos. Vous avez lu, et les journalistes qui étaient au plateau le jour-là aussi se sont tués là-dessus. Moi, ça me corps jusqu'à aujourd'hui. Si une presse, vous êtes là pour nous monter la bonne voie, si une presse se permet de demander ça, et puis vous avez lu, vous n'avez pas commenté, mais moi j'ai gardé ça jusqu'au... Eh bien, l'ami, nous avons au moins donné le titre. Vous auriez dû aller acheter le journal, savoir exactement ce qui est dit dedans, contacter au besoin le directeur de publication. Ce serait plus utile pour vous et pour nous tous. L'ami Eric Dagoué, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Depuis, après les élections, j'ai tenté en vain jusqu'à aujourd'hui. Ah, par la témérité, vous êtes entré aujourd'hui. Merci, monsieur Sass. Je vous en prie. Je vous avais dit entre-temps que les candidats n'ont qu'à mettre un peu de l'eau dans leur vin. Parce qu'ils auront beaucoup de problèmes après la proclamation des résultats. Vous voyez la suite aujourd'hui. Et enfin, la plaie de lépreux est guérie. Quelle est la position des mouches? Malheureux pour les mouches. Les mouches ont honte. Fort à gagner avec 70,78%. Les gens disent qu'ils sont des présidents de campagne, à gauche, à droite. Et qui a voté à Guillaume? Qui les a voté? Du nord au sud. Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3, Golfe 4. Yoto, à part là-bas, il n'a rien eu depuis le nord jusqu'ici. Et aujourd'hui, il se programme président. Il a trouvé ça où? C'est Kodjo qui l'a mis en erreur. Kodjo doit être poursuivi. C'est Kodjo qui l'a mis en erreur. Merci, l'ami Eric. C'est votre part du débat contradictoire. Merci, l'ami Eric. Nous terminons par Komi depuis le Grand Marché. Oui, ça c'est bonjour. Oui. Bonjour au plateau. Hier, j'ai posé une question qui n'a pas trouvé sa réponse, donc j'en fais aujourd'hui une analyse. Nos petites sœurs professionnelles de sexe, je suis au Grand Marché et je vois, en rentrant, elles sont autour de Palm Beach en demandant que les gens viennent les prendre. Et au Grand Marché, vous connaissez les bus de 60 places qui font les allers-retours sur la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Ghana. Quand je prends le numéro 1 qui dit on suspend les vols à partir de demain, les vols qui sont arrivés de lundi à ce jour, quel est le confinement qu'on leur a fait? Quel est l'auto-isolement dont le gouvernement doit faire état? Quand nous prenons RFI, France 24, des gens font des analyses successives. Et ce matin même, j'ai écouté une analyse qui sera faite sur les relations parentales à la maison pour voir comment les familles se prennent. Quand je prends l'élément neuf du gouvernement, on a cité les religieux, les administratifs. Alors concrètement, l'ami Komi, vous voulez aboutir à quoi? Aboutir à dire que le gouvernement n'a pas à ce jour quitté le sillage du communiqué. Il faudrait qu'on soit sur le terrain, donner des éléments d'appréciation. De lundi à jeudi, il y a tel nombre qui est venu de France. Ils sont confinés ici. Il y a tel nombre qui est venu du Burkina. Voilà l'isolement fait. On a demandé des communiqués aux chefs religieux. Il y en a tels chefs traditionnels qui ont fait tel communiqué. Voilà ce qu'on peut dire. On a confiné tel établissement, tel marché, tel rassemblement. On n'a pas tout ça et on nous dit qu'on est en train de faire un travail. Tel communiqué en langue nationale, on n'écoute pas. Merci. L'ami Komi qui vient ajouter de l'eau à notre moulin. Nous avons souhaité ici, Michel, c'est vous qui avez dit, si je ne m'abuse, que le gouvernement doit se montrer beaucoup plus ferme. Et nous avons ajouté pas une communication simple, facilement compréhensible à toute l'opinion. Oui, je pense que c'est Magro qui le relevait. Les 2 milliards là, c'est destiné dans la lutte, pour la lutte, disons, contre ce virus-là. Je pense qu'on doit accentuer la communication, la sensibilisation. Quelqu'un le disait ici, dans les zones rurales.
les accros de communication digitale là. C'est ici la limite de communication digitale. Ici, c'est les radios, la presse écrite et autres communication digitale là. Ça délimite ici. Il faut que ça soit bien dit. Il faut que les radios communautaires, comment vous l'appelez, les CDQ, les CDV, je pense, quand les même, leaders d'opinion les gens de porteurs, voilà, que ces jeunes-là, un peu partout, dans les villes ou dans les villages, soient suffisamment utiles pour qu'ils, quand même, constituent des relais au niveau de nous. Il faut ici faire extrêmement attention avec cette communication digitale-là, qui a cette limite. Ici, si quelqu'un, sur une plateforme, on peut écrire quelque chose, mais sur une place, sur une page de journal, par exemple, si vous avez laissé, par exemple, les 8 mesures du gouvernement, comme je l'ai placé aujourd'hui, c'est parti pour je ne sais pas combien de nombre d'années. Si vous avez besoin, vous prenez le journal, vous regardez. Merci de prêcher pour votre chapelle. Ah oui, il faut que ceux qui vraiment ont le pouvoir de décision comprennent que ici, c'est la communication est une arme vraiment dans cette lutte-là. Il faut quand même accentuer cette communication-là. C'est ce que vous avez écrit, communiquer en abondance par des messages bien clairs à l'endroit de toutes les cibles de la population. Et c'est aujourd'hui la seule solution pour l'État togolais, pour le gouvernement et pour les populations, parce que comme on l'a dit, sur le plan politique, on aime nous le dire que le Togo ne se limite pas à Lomé. Et donc, c'est également le moment de le prouver également que le Togo ne se limite seulement pas à Lomé dans la dynamique de lutte contre ce virus. En faisant quoi, justement, en maximisant la communication. Un auditeur a appelé tout à l'heure en disant que sa maman qui est à Vaughan l'appelle pour dire qu'elle a appris qu'il y a une maladie qui sévit à Lomé. Qui est arrivée à Lomé. Alors qu'on parle de tout le Togo. Ça voudra dire que les Togolais ne sont pas au même niveau d'information. Et c'est le moment jamais d'utiliser les 2 milliards là à bon escient pour pouvoir atteindre tous les Togolais. Et ça, nous le disons, au-delà des radios communautaires, parce qu'à Lomé ici, tout le monde est suffisamment informé. Il faut maintenant attaquer l'intérieur du pays avec les radios communautaires, les gongonneurs. J'ai vu, il y a une vidéo qui circule sur la toile au Ghana. Qu'est-ce qu'on fait? On loue des taxis et on passe ça de quoi? Les haut-parleurs. Et on passe les messages dans les villages. Ouais. Et ça, voilà, ça atteint les couches les plus, je ne sais pas, toutes les couches du pays. Et donc, c'est de ça, on n'est pas ici pour dire que le gouvernement ne fait pas d'efforts, mais d'essayer de faire en sorte que ça puisse aller plus loin. Focaliser sur la communication digitale. Voilà. À tout moment, c'est ça. Merci. Nous sommes heureux que cette émission est reprise par des médias partenaires à Dapao, à Niamtougou, à Bassar, à Sokodé, à Neho. Mais nous sommes conscients de nos limites. D'abord, nous parlons en français, alors que bon nombre de nos compatriotes ne parlent pas cette langue-là. Et il y a encore des pans du territoire qu'on devrait gagner. Et encore une fois, appel aux autorités publiques, mais également aux ONG, associations. C'est le moment à ce que chacun se sente dans une véritable unité d'action. Ambroise? Oui, je crois que le dernier auditeur qui vient d'appeler a tout dit. Je crois qu'il ne suffit pas de rester dans son bureau. Comme il dit, Awa et son équipe restent dans leur bureau là-bas, de ministère, et ne rien faire. Il faut qu'il soit sur le terrain, qu'il aille au niveau de toutes les frontières. D'abord dans les frontières. Dans les frontières, une équipe de médecins, d'infirmiers, tout ça là, bien équipé, pour que même le fait même de les voir, on sait qu'il y a un problème, que les populations sachent qu'il y a un problème. Donc, ils sont dans leur bureau, peut-être ils réfléchissent encore pour voir comment ils vont faire les 2 milliards là, et comme quoi, nous on a d'autres soucis. Le mal, quand vous écoutez les radios par rapport à l'Italie, vous comprendrez que c'est un mal du siècle. Ça dépasse le sida, ça dépasse l'Ebola. Donc je dis que le gouvernement fait ce qu'il peut, mais le gouvernement n'a qu'à accentuer la communication. C'est vrai qu'il ne faut pas paniquer les gens, mais il faut que les gens soient au courant que le mal est là, autour de nous et parmi nous. Merci, professeur Simon Pierre. Pouvons vous enseigner la philosophie, l'éthique et la biotique à l'université. Vous avez pu vous libérer pour venir nous entretenir. Nous vous en remercions en espérant vous avoir à chaque fois que nous vous solliciterons. Merci beaucoup. J'ai pu noter que lors des campagnes électorales, il y a une forte mobilisation des cadres, des leaders d'opinion, des jeunes, dans les villes, et campagne très reculée. Si on note face à cette pandémie une telle mobilisation, je pense que le Togo sera sauvé. À ce niveau-là aussi, il y avait un opérateur de téléphonie qui nous inondait des messages
à l'endroit des candidats. C'est maintenant que nous avons besoin de sentir cet opérateur-là, parce qu'il s'agit d'une question vitale pour toute l'opinion publique. C'est ça même. Merci beaucoup. Nous allons terminer par vos cartons de fin d'émission. Michel? Non, moi je n'ai pas de carton, mais je voulais recommander au chef de l'État, dans la lutte contre ce mal, je pense qu'il doit être tellement regardant. Tous ceux qui, puisque vous savez, chez nous ici, il y a des gens qui occupent des postes, vous ne les verrez jamais, mais ils ont des avantages. Ceux qui ne mouillent pas le maillot pour que le virus soit vaincu. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent pas mal parce qu'ils sont nommés, c'est terminé. Merci. Que le chef de l'État tienne compte de ça dans ses futures, comment l'appelle-t-on, la nomination. Merci beaucoup. Magloire? Non, mais moi, je voudrais adresser mes félicitations au professeur parce que quand vous voyez ces développements, vous entendez, je ne m'étonne pas qu'il enseigne le droit et enfin la philosophie. Et vous voyez, biotique. Voilà, celui qui fait la philosophie, ça se sent dans ses manières de faire. On aurait peut-être, je ne vais pas faire de jaloux, d'autres universités en cravate ici que vous verrez le développement. Merci professeur, donc, vous venez de gagner un étudiant. Voilà, donc félicitations à lui et en tout cas ça revient, vous voyez un peu les manières. C'est juste la paille des cartons. Embrasse votre carton. Non, mais je n'ai pas mon carton. Je suis un simple citoyen. Oui, mais mon carton il est vert et c'est à l'endroit des confrères, des amis, tous ceux qui m'ont souhaité hier joyeux anniversaire et aujourd'hui. Oui, bien évidemment, et Radio Canal FM. En attendant le carton, c'est Diogène qui cherche un homme honnête. Avec une lumière en plein jour. Oui, je crois que l'homme honnête, on l'a retrouvé. Non, il a préféré se faire simple. Ah, ok. Maintenant votre carton. Mon carton, je crois qu'il faut que tout le Togo prie. Parce qu'au-delà de l'aspect physique du mal, de l'aspect pathologique du mal, il y a un fond spirituel qu'il faut lire dans tout ça. Que toutes les églises, les pasteurs s'organisent. D'ailleurs, mon église en a déjà donné le mot d'ordre. L'église catholique aussi en a donné le mot d'ordre. Je crois l'église Assemblée de Dieu aussi. Presbytérienne et autres. Que toutes, ça c'est mon église. Que toutes, comment on l'appelle, toutes les confessions religieuses, les petits pasteurs, des coins, les Togolais eux-mêmes dans leur chambre, avant de quitter ta chambre, il faut prier. Parce que la Bible dit que en Psaume 91 quelque chose, que le mal ne viendra pas chez nous. On va s'en tenir là, mais continuons à méditer sur ce que Louis Pasteur a écrit il y a plusieurs décennies, que le virus n'est rien, c'est le terrain qui est tout. C'est fini pour aujourd'hui. Bon appétit à nous tous et nous nous retrouvons demain vendredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra certainement.